Bienvenue à cette conférence en ligne organisée par Deloitte France et le cabinet Tage, le cabinet d'avocats du réseau Deloitte. Le thème nourri de notre pratique est quel levier actionner pour optimiser une empreinte, votre empreinte immobilière, une approche 360 degrés. Alors, avant de commencer, un point rapide sur le mode d'emploi, même si vous devez être désormais très familier, puisqu'il y a eu le confinement épisode 1 et que nous sommes maintenant dans le confinement épisode 2. Mais le mode d'emploi de cette conférence en ligne, à la fin des interventions, donc nous répondrons avec un grand plaisir à toutes vos questions. Vous pouvez donc au fil de l'eau poser ces questions en utilisant l'icône Q et R, questions et réponses, qui est en bas à droite de votre fenêtre Zoom. Et en termes de durée, environ 40-45 minutes d'intervention et le reste sera consacré aux questions, le tout devant tenir en 1 heure, confiné, ne voulant pas dire désœuvré, bien évidemment. Et enfin, le support de cette présentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'accès à la rediffusion, le fameux replay, sera possible à partir du blog tage-stratégie au singulier.fr. Alors, pour échanger avec vous sur les questions des leviers à actionner pour optimiser votre empreinte immobilière, j'ai à mes côtés virtuels, puisque nous sommes évidemment, nous respectons les distances largement, trois experts de Deloitte, maître Cécile Demain, avocat associé du cabinet Tage, qui est spécialiste corporate M&A et transactions immobilières, Bruno Amselem, associé de Deloitte en charge des activités dédiées au corporate real estate et workplace, et Soufiane Gemar, avocat fiscaliste, au département fiscalité immobilière du cabinet Tage. Quant à moi, Arnaud Renoir, professeur de droit à l'Université Paris-Dauphine et en charge du comité scientifique juridique du cabinet Tage. Je serai à la fois votre hôte et le maître des horloges. Alors, optimiser l'empreinte immobilière, le thème est de manière évidente, ou non d'ailleurs, d'actualité, mais également de longue durée. La crise sanitaire entraîne diverses conséquences, on le sait, elles sont profondes sur le fonctionnement de nos sociétés et révèlent un certain nombre de ces complexités. Et si le monde d'après ne sera certainement pas un Éden tout neuf, il est en même temps indiscutable que nous n'en sortirons pas d'ici 1 an, 2 ans, de cette crise, comme nous y sommes entrés. Et une des conséquences immédiates a été évidemment le confinement, lequel a propulsé le télétravail, le remote work, comme disent parfois nos amis anglais, et ce qui a un impact évidemment très concret sur l'occupation des locaux. Il est donc rationnel, voire impératif, en termes de bonne gestion, de s'interroger sur l'optimisation de l'occupation immobilière. Avant de passer la parole aux intervenants, je voudrais juste insister sur le fait que nous ne devons pas ici nous tromper. Si la crise induite par la Covid nous impose cette introspection immobilière, il s'agit d'une évolution de longue durée, plus pérenne, sans doute irréversible et également multiforme, qui oblige à une réflexion stratégique par l'entreprise de son empreinte immobilière. Aussi, il faut, et c'est ce que nous verrons, mesurer sa performance pour être ensuite accompagné et conseillé quant aux mesures possibles à prendre. Mais cela suppose, au préalable, d'identifier les leviers d'action. Et je pose la question à Bruno Amselem tout de suite, de quel levier parlons-nous au juste, Bruno ? Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, donc en fait, comme tu l'as introduit à l'instant, plusieurs leviers et surtout la recherche d'efficacité et de productivité au travers de l'outil real estate, donc de l'empreinte immobilière, mais également workspace. Donc dans un premier temps, je pense que bien entendu tous ces éléments qui figurent sur ce slide sont intimement liés les uns avec les autres et en interaction permanente. D'une part, bien sûr, l'organisation de l'entreprise et la transformation, comme tu le disais aussi, qui est engagée depuis quelque temps, même pré-Covid. Voilà, ce sont des éléments de future work que nous avions déjà évoqués à plusieurs reprises. Donc également les accords qui peuvent être pris avec les partenaires sociaux sur les jours de télétravail. C'est un sujet du moment. Je pense qu'il suffit de lire la presse au quotidien pour se rendre compte que de toute manière, c'est effectivement des sujets d'actualité qui vont s'inscrire dans la durée, en dehors même de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre.
Les aspects également RSE, développement durable, qui sont à prendre en compte, puisqu'en fait, ils ont un impact également sur l'empreinte immobilière, sur l'empreinte carbone, ça va de soi, mais également sur les coûts, les charges d'exploitation. On n'aura pas le temps de rentrer dans le détail des aspects développement durable, et notamment avec le décret rénovation tertiaire de l'article 175 de la loi Elan, qui est un sujet en tant que tel et relativement vaste, mais juste que vous ayez en tête qu'il y a une obligation et une réduction imposée de la consommation énergétique du parc tertiaire français, avec des objectifs déjà déterminés, moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050 par rapport à 2010. Donc, ce qui veut dire que locataires et propriétaires bailleurs, ou même propriétaires occupants, vont devoir trouver des accords, en tous les cas convergents, pour s'inscrire dans cette loi Elan. Les autres aspects qui sont le lieu, le temps et l'espace, on va y revenir un peu plus précisément. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est, comme vous l'avez compris, aussi les nouveaux modes de travail, comment on s'inscrit dans le présentiel et dans le distanciel. Les aspects, bien sûr, cash flow, coûts, charges, loyers et taxes. Voilà, quels sont les impacts, comment est-ce qu'on les mesure, puisque l'objectif aussi de cet échange de ce jour, c'est d'être en capacité de mesurer la performance de l'empreinte immobilière et ses évolutions, et puis tout ce qui a trait aux aspects juridiques et fiscaux qui sont en interaction en direct, bien sûr, avec les baux commerciaux, mais pas que, puisque la fiscalité est un point important aussi, et puis les aspects juridiques liés, et c'est là où on boucle la boucle à l'organisation du travail, et ça, c'est un aspect, comme on le disait, qui est complètement d'actualité. Donc voilà pour le contexte global et l'approche holistique et à 360 degrés que nous préconisons. Alors sur les aspects RH, donc quelques tendances. Donc il est important de prendre en compte les évolutions métiers. On voit bien qu'aujourd'hui de nouveaux métiers apparaissent, d'autres disparaissent, impactés par la robotisation, la transformation digitale, l'intelligence artificielle. Donc, l'anticipation de l'évolution de ces métiers aura un impact direct aussi sur les compétences et ce qui sera demandé aux collaborateurs demain, donc et des adaptations qui sont nécessaires. Donc, management à distance, les compétences transverses, les compétences techniques et les qualifications, internes, externes, workforce et workplace. Juste le slide suivant. Donc en fait, Workplace, avec tous les impacts justement de l'évolution de ces métiers, de cette transformation des organisations. Donc comment est-ce qu'on va occuper les espaces demain? Certainement différemment que ce qui a été fait jusqu'à présent. Ça a été dit et redit, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'empreinte sur les éléments d'occupation, des aménagements, des surfaces, et de quelle manière l'entreprise va s'inscrire dans des modalités d'occupation qui seront différentes demain. Voilà. Mais le demain, c'est un futur proche et qui va s'inscrire sur du plus long terme. Donc, de quelle manière, justement, on va trouver cet équilibre, ce nouveau référentiel entre le bureau traditionnel, donc qu'est-ce qu'on vient y faire, quelles sont les motivations, quelle expérience on va proposer aux collaborateurs, voilà, également aux clients qui vont venir visiter les entreprises, et de quelle manière on va gérer le travail à distance, que ce soit sur des espaces de coworking, des tiers-lieux, le homework également, et qu'est-ce qu'on va y faire, avec quel type d'outils. Donc en fait tout ça va dessiner, va établir un petit peu cet équilibre et ce besoin de se retrouver à des endroits précis pour y faire justement et pour être motivé par des éléments qui seront autres que de la production individuelle. Donc, on viendra pour du collectif, de la co-conception, faire des entretiens, recevoir des clients, de l'expérience digitale, de l'immersion aussi digitale, ce qu'on ne pourra pas faire, bien sûr, à son domicile ou dans des tiers-lieux. Voilà, donc à partir de là,
L'idée, c'est vraiment de voir quelles sont les évolutions attendues sur les activités, l'impact sur la courbe des effectifs. On a parlé justement de l'évolution des métiers, des compétences qui sont nécessaires à mettre en face. Donc en fait, voilà, quelles sont ces courbes d'effectifs et ce qui va dessiner aussi demain par rapport à ce que tu disais Arnaud tout à l'heure, ben voilà le télétravail, de quelle manière ça va impacter les besoins en termes de volume, de localisation, de typologie, d'image de marque et cette fameuse charte d'aménagement qui va dicter les besoins surfaciques. D'accord, alors là on comprend bien, mais est-ce qu'il ne faut pas du coup s'intéresser beaucoup plus aux surfaces, compte tenu de ces modifications du mode de travail, et ce qui pose d'ailleurs la question de qu'est-ce qu'un bâtiment efficient? Alors voilà, donc en fait, en termes de surface, chacun a sa définition. Bon, je pense que les professionnels sont tous tombés à peu près d'accord, on va dire, pour des définitions qui sont d'une part la surface utile nette du plateau, la surface utile nette du bâtiment, donc de bureau, et puis la surface utile brute à laquelle on va rajouter les circulations horizontales, les halls, le palier, le locaux techniques et sanitaires. Et pour arriver à une surface brute locative qui va intégrer les surfaces de restaurants d'entreprise, de fitness center, d'auditorium, etc. Donc en fait, il est important d'analyser ces surfaces puisqu'en fait, entre un bâtiment première génération, une tour IGH à la Défense, qui va consommer 25 à 30 à 40% de parties communes et un bâtiment dernière génération, y compris une tour, mais dernière génération cette fois-ci, sur laquelle on aura 20 à 25% de parties communes, on voit bien déjà que là, on a un delta considérable. Donc, en fait, on parle souvent de loyer, de franchise, d'accompagnement, mais il est important aussi de savoir de quel type de surface on parle. Dernièrement, on a eu l'occasion de négocier un BFA. On a recalculé l'ensemble des surfaces et mis en avant certaines surfaces qui n'étaient pas ou peu exploitables pour y intégrer et y insérer des postes de travail ou d'autres espaces collaboratifs. Et en fait, ça a donné lieu, avec le bailleur, de négociations, justement, de pondération de ces surfaces pour améliorer l'efficience économique du bâtiment, mais sur la base d'objets concrets, voilà, et de calculs très objectivés face aux bailleurs. Donc cet élément est important à prendre en compte. Jusqu'à présent, on parlait beaucoup de ratio de postes de travail au mètre carré. Je pense que cette notion va continuer à exister, notamment la surface utile nette par poste de travail. Donc là, on indique entre 6 et 12 mètres carrés selon la typologie de l'occupation. Et on va tendre vers un autre référentiel qui sera plutôt les surfaces par ETP. Voilà. Donc en fait, les surfaces par collaborateur, puisque comme on va le voir un peu plus loin, on va certainement aller de plus en plus vers du desk sharing, du flex office, et donc ce qui veut dire que les ratios que l'on va appliquer seront un petit peu différents et évolutifs. Donc sur la slide suivante, voilà, on a imaginé plusieurs scénarios, donc on ne va pas tous les dérouler ici, plusieurs scénarios d'occupation des différents espaces et qu'est-ce qu'on va venir y faire. Donc en fait là, on en a mis un en avant parce qu'il est assez disruptif par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir versus le siège classique dans lequel on va intégrer l'ensemble des services. Et là, en fait, on imagine plutôt un lieu de travail en fonction des besoins et de ce qui est le mieux adapté à l'activité du moment. C'est-à-dire qu'on dessine des personas sur une journée de travail, voire sur une semaine, selon une typologie de métier, de collaborateurs, de grades. Et on va y définir justement ce dont on va avoir besoin les collaborateurs lorsqu'ils vont se rendre à un lieu, quel qu'il soit, le lieu soit de l'entreprise. Donc là, on appelait le hub collaboratif, pardon. Donc là, qu'est-ce qu'on va venir y trouver? Ben, c'est effectivement des moyens de travailler en collaboration, en mode agile, avec des outils digitaux ultra performants. Et donc conception. Et puis,
ailleurs, le collaborateur va pouvoir s'exprimer dans des espaces de coworking. Chez son client, on estime que les événements, bon, on n'est pas obligé de les faire au sein de l'entreprise, on va les faire à l'extérieur. Voilà, on prendra soit des auditoriums, soit pour des séminaires, on ira se mettre au vert. Et puis bien sûr, le home office, le homework, qui sera toujours présent et après, chacun va définir justement ce temps de présence que l'on va passer en télétravail. Mais ce qui veut dire qu'en fait, là, on n'est pas sur un hub qui présente une forte centralité. On choisit vraiment son lieu en fonction de son besoin et de sa journée de travail. Voilà. Et comme vous le devinez, ben, tout ça va dessiner aussi l'immeuble de bureau dont vous aurez besoin pour recevoir vos collaborateurs et vos clients. Donc, on a voulu illustrer un petit peu ce à quoi ça pourrait ressembler sur un espace, sur un plateau, voilà, selon une morphologie assez classique, hein, puisque comme vous le voyez, on a un noyau central qui regroupe voilà, les batteries d'ascenseur, les blocs sanitaires, les locaux techniques d'étage, les LTE. Et puis tout autour, on va trouver différents types d'espaces, donc ce que nous appelons des suites d'équipe avec nos architectes, pour y faire des visios 360 degrés, des écrimures, des tables modulaires, des cloisons mobiles pour faire évoluer et bouger tous les espaces autant que nécessaire, des gradins également qui sont reconfigurables. Et puis voilà des espaces de brainstorming, des tables communes, en général plutôt sur roulette, voilà. Et puis volontairement, hein, on a grossi le trait. Et vous voyez que les postes individuels, ce qu'on appelle les grands benches, voilà, sur lesquels on vient produire de manière individuelle lorsqu'on vient ou lorsqu'on venait, on va peut-être parler au passé, se rendre au bureau. En fait, volontairement, on l'a réduit au maximum pour montrer que voilà, on vient y faire plein d'autres choses. Voilà, on peut bien sûr se réunir, on a des bulles de réunion, on peut s'isoler aussi, mais ça n'est pas l'ensemble des surfaces qui vont représenter cette occupation de poste de travail, avec une disparition progressive des bureaux individuels qui vont plutôt se transformer en bulles pour s'isoler et pour travailler en collaboratif. Merci Bruno. D'ailleurs, je constate et je réalise que l'image que je projette n'est pas du tout conforme à cette évolution. Hein, parce que je suis dans l'université. C'est très très différent. Le contexte est un peu différent avec une très belle bibliothèque en arrière-fond. Mais alors, on comprend bien ces évolutions et on voit qu'elles sont lourdes. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'optimisation de la surface utilisée? Un petit cas pratique? Oui, bien sûr. Alors voilà, un petit cas pratique parce qu'on aime bien aussi voir de quelle manière ça peut se retranscrire. Donc, on a pris une entreprise de 500 salariés qui occupe environ 8000 m², donc environ 16 m², donc pour reprendre la définition de la surface utile brute locative de tout à l'heure. Donc, elle a déjà un petit ratio. Donc là, c'est au-dessus de toute la partie noire. Donc, c'est en référentiel de base, voilà, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et en dessous, en vert, vous retrouvez les projections que l'on pourrait faire demain. Donc, avec un ratio de dash sharing en point de départ d'1,11, donc un poste de travail pour 1,11 collaborateurs. 450 collaborateurs qui sont sédentaires, donc qui viennent se rendre tous les jours au bureau, 50 autres en télétravail et donc 450 bureaux. Volontairement, on a simplifié le modèle pour que ce soit plus lisible. Et pas de collaborateurs en espace de coworking dans un premier temps. Donc en fait, la projection pourrait être justement de multiplier ce taux de dash sharing de manière plus importante avec environ 250 postes de travail. Alors après, reste à définir par rapport à ce qu'on vient de dire, quels sont ces postes de travail. Hein. C'est peut-être des postes de travail moins classiques que ce que l'on a l'habitude de voir, mais plutôt des espaces collaboratifs. On va parler de sièges aussi, de sièges qui soient en salle de réunion ou en espace collaboratif. Et puis 225 collaborateurs en home office et une partie des collaborateurs qui sont en espace de coworking. Et là, on va voir de quelle manière ça se transfère en consommation d'espace, puisqu'on a un petit tableau
un petit histogramme qui vient juste derrière dans le cadre de ces simulations. Et là, on voit qu'on passe de 8000 m² à environ 4500 m². Voilà, selon les ratios de desk sharing qui sont appliqués, puisqu'on passe de 500 desks environ à 230 desks, selon justement les applications qu'on va en faire. Et en fait, les surfaces de parties communes que l'on évoquait tout à l'heure, elles, diminuent en proportion, mais volontairement sur ce scénario, on a gardé une proportion équivalente, c'est-à-dire les surfaces, les sièges de réunion, les espaces informels sont restés à l'identique entre le point de départ des 8000 m² et les 4500 m² que l'on a à l'arrivée. Donc en fait, on garde exactement le même nombre, donc ça augmente quelque part les SUBL par poste de travail ou par siège d'occupation. Donc on voit que les économies peuvent être considérables, puisque le gain ici, lorsqu'on pousse à l'extrême, donc le ratio de 1 pour 2,17, on a un gain de surface d'environ 44%. Donc en fait, là on perçoit déjà les premiers thèmes qui nous permettent de faire levier, voilà, pour optimiser cette empreinte immobilière. Donc ce qui va de soi, ce sont bien sûr les loyers. Alors on va y revenir un petit peu parce qu'en fait sur les loyers, on pourrait passer, je pense, une demi-journée à évoquer les éléments, les cycles de marché avec plusieurs niveaux de complexité selon les localisations. La situation des baux, les charges d'exploitation, ce qu'on va y mettre dedans et de quelle manière on va les négocier aussi avec son bailleur, de la même manière que les dépenses d'entretien et grosses réparations. Les choses également qui peut être intéressantes à évoquer, ce sont les investissements et les financements. Quelle stratégie de cession? Comment je valorise aussi de la réserve foncière? Lorsque j'ai besoin de dégager du cash, on peut très bien réaliser un sell and leaseback. Donc, je reste locataire tout en captant la valorisation et en dégageant du cash d'une cession. Et puis, comment je renégocie aussi mes engagements auprès des établissements bancaires. Voilà. Rééchelonnement de la dette, renégociation, ce genre de choses. Voilà, donc sur le marché, on se doit quand même de s'immerger un tout petit peu sur ce qui se passe parce que comme vous le savez sans doute, les évolutions de marché sont relativement sensibles, avec une chute de la demande placée en Île-de-France, une forte augmentation du parc. Le parc, aujourd'hui, à l'instant T, en disponible, est d'environ 3,3 millions de mètres carrés. La demande placée, elle a chuté de 46% sur les 9 premiers mois de l'année. Et la baisse des valeurs locatives qui va enchaîner assez logiquement, puisque lorsqu'on a un gonflement de l'offre avec une chute de la demande, forcément, on se retrouve sur un marché qui s'inverse sur offreur. Alors bien sûr, ça dépend des localisations. Le secteur de la défense, péridéfense, ne va pas réagir de la même manière que le quartier central des affaires, où même si la chute est brutale en termes de demande placée, le niveau de taux de vacances était de l'ordre de 2% sur le QCA, alors que sur la défense, on projette déjà plus de 15%. Donc voilà, ça c'est l'offre future et ça va faire l'objet d'un rapport très détaillé remis le 9 décembre prochain lors du Paris Screen Survey. Donc on y reviendra dans le détail, mais en fait, aux 3,3 millions de mètres carrés disponibles immédiatement, vont se rajouter entre 1,5 million et 2 millions de mètres carrés, selon ce qu'on comptabilise ou pas. Donc ce qui veut dire que sur un parc de 55 millions de mètres carrés en Île-de-France, on aura un taux de vacances entre 8 à 10% avec une projection à 2-3 ans, selon bien sûr un niveau de demande placée qui sera amené aussi à varier. D'accord. Merci beaucoup Bruno, c'est très clair. On voit donc qu'il y a deux leviers à actionner d'un point de vue opérationnel, les surfaces, les coûts, et qu'on est dans un contexte de marché affecté et sans doute de manière pérenne. À côté de ces aspects opérationnels, il y a évidemment d'autres leviers à mettre en œuvre, en accompagnement d'ailleurs de l'opérationnel, notamment des leviers juridiques. Cécile, je me tourne vers toi. Que peux-tu nous dire à cet égard ?
Oui, merci Arnaud, bonjour à tous. Alors effectivement, encore faut-il ensuite mettre les éléments juridiques en harmonie avec la situation opérationnelle. Alors quels vont être les leviers? Il y a un certain nombre de leviers, on va dire, qui sont communs à tous les contrats et qu'on va pouvoir tenter d'utiliser. Je dis tenter parce que ça va pas être si simple. Alors on va penser naturellement et en premier au concept de force majeure, puisque on se dit une pandémie, on est bien en présence d'un événement extérieur, imprévisible, irrésistible. Pour autant, la pandémie n'est pas considérée comme un cas de force majeure et donc ne permet pas de ne pas remplir ses obligations ou de les remplir différemment, puisque ce n'est pas un événement qui empêche l'exécution du contrat, mais simplement un événement qui rend l'exécution du contrat plus difficile, plus compliqué. On sait aussi que la jurisprudence ne reconnaît pas la pandémie comme un élément de force majeure de nature à empêcher ou à justifier le non-paiement des loyers. Alors bien entendu, si la crise s'accompagne d'une fermeture administrative, là c'est plutôt la conséquence, en fait, la fermeture qui sera potentiellement un cas de force majeure. Mais voilà, ça fait des éléments de discussion, mais disons que c'est compliqué à mettre en œuvre. Le second élément auquel on peut penser, c'est la révision pour imprévision, puisque de par la réforme des contrats en 2016, et donc uniquement pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016, un mécanisme a été introduit dans le Code civil qui permet aux parties de renégocier un contrat et si elles ne se mettent pas d'accord, d'aller devant le juge. Si il y a des circonstances, un changement de circonstances qui était imprévisible au moment de la conclusion du contrat, qui rend l'exécution de celui-ci excessivement onéreux, ce qui n'est pas forcément le cas dans les cas d'espèce qu'on évoque aujourd'hui, et si la partie, en l'occurrence, qui subit le changement de circonstances, n'a pas accepté ce risque d'assumer ce risque d'imprévision. Alors, en pratique, la problématique est que ce n'est pas une disposition d'ordre public, donc en fait, souvent les praticiens ont écarté ces dispositions, craignant justement une insécurité contractuelle. Et donc, c'est souvent une possibilité qu'on n'a pas à notre disposition. Et puis, c'est vrai que c'est des dispositions qui, en cas de désaccord entre les parties, obligent à aller voir le juge, ce qui n'est pas forcément non plus le souhait des parties. Alors, c'est peut-être des clauses qui évolueront justement en pratique et on cherchera peut-être plus à les encadrer en tous les cas et à les contractualiser, ces types de clauses de révision pour imprévision. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup à notre disposition dans les contrats. En revanche, est bien une disposition d'ordre public le fait que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Donc là, on va dire, c'est pas un levier en tant que tel qu'on va pouvoir employer de façon directe, mais en fait, ce que les parties doivent garder en tête, c'est que les contrats devant être négocier, former et exécuter de bonne foi, eh bien, en cas de difficulté, de déséquilibre pour l'une des parties ou pour les deux, il sera de bonne foi entre les parties de rediscuter potentiellement de l'équilibre de ce contrat et de procéder à des avenants si nécessaire, de manière à veiller à la sauvegarde des intérêts réciproques. Et il est clair qu'en cas de contentieux, et d'autant plus dans une période de crise comme celle qu'on connaît aujourd'hui, le juge, en cas de problématique, sera amené à vérifier que les parties ont fait des efforts pour tenter de négocier de bonne foi et d'aménager le contrat. Voilà. Donc ça, ce sont quand même des éléments qui devraient aider, vous aider en tous les cas à tenter les renégociations de vos baux sur ces grands principes-là et en tous les cas de manière à trouver un équilibre adéquat entre les parties. Très bien. Ça, c'est pour le droit commun assez logiquement des contrats qui fournit des leviers. Qu'en est-il du droit spécial des baux et notamment des baux commerciaux, même si on sait que les baux commerciaux, c'est une législation qui n'a pas été conçu spécifiquement pour les bureaux, mais est-ce que ce droit spécial n'apporte pas lui aussi des leviers? Alors effectivement, comme on le sait, ce droit spécial est assez contraignant et avec des règles fixes et impératives. La principale, on va dire, pour le bailleur obligation, c'est quand même la délivrance des locaux. Hein. Donc le bailleur doit permettre au locataire d'accéder à ces locaux. Si le locataire est empêché d'accéder à ces locaux, soit parce que carrément il fait l'objet d'une fermeture administrative, soit parce que il ne peut pas accéder à ces locaux ou faire accéder ses salariés à ces locaux de manière aussi libre
que ce qui était prévu par le bail, de par la situation, effectivement, on pourrait se demander si le locataire, dans ce cas-là, ne peut pas utiliser ce qu'on appelle l'exception d'inexécution et de dire, finalement, moi, je n'ai pas eu délivrance des locaux conformément à mon bail et à la réglementation sur les baux, et donc je ne payerai pas mes loyers, ou je payerai partiellement, ou je reporterai le paiement de certains loyers. Alors, bien évidemment, le bailleur aura lui aussi un certain nombre d'arguments pour dire que justement, il est dans un cas de force majeure pour le coup, parce qu'on lui a imposé une situation, enfin en tout cas la situation fait qu'on lui a imposé potentiellement de réduire cette liberté et le fait qu'il exécute bien cette obligation de délivrance. Après cela, on a tous les leviers classiques qu'on peut connaître, situation de crise ou pas, pour renégocier les baux. Le premier concerne le montant du loyer, puisque si la valeur locative a été modifiée, on a toujours possibilité d'aller rediscuter le montant de son loyer. Il faut par ailleurs être très attentif aux clauses d'indexation, qui sont toujours des clauses complexes, techniques, et qui souvent, quand on regarde, nous, avocats, juristes, la validité de ces clauses fait qu'on remarque souvent des problématiques de validité. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder en détail ces clauses de manière à essayer de déceler des irrégularités qui permettent là encore d'avoir une discussion avec son bailleur et de pouvoir discuter. Autre sujet complexe et souvent un peu pas forcément très carré, on va dire, c'est la dichotomie qu'il peut y avoir parfois entre les clauses du bail et la manière dont les charges et les taxes sont refacturées, et parfois ce n'est pas très cohérent. Donc ça vaut la peine également de se plonger dans les mécanismes de refacturation par rapport aux clauses du bail pour s'assurer que c'est conforme. Ce qui peut permettre aussi, là encore, d'évoquer cela avec le bailleur. Et puis, plus généralement, la loi de Pinel de 2014, qui a modifié un certain nombre de dispositions, notamment qui a remis les charges et plutôt les grosses réparations sur la tête du bailleur. Mais c'est vrai qu'on en discutait avec Bruno encore ce matin, étant donné que cet article est assez ancien, en fait, puisqu'il date du statut des baux commerciaux, il n'est pas forcément totalement, détaillé de manière à s'appliquer aujourd'hui aux grosses réparations. Donc, on cherchera aussi, même si cette loi met bien les grosses réparations sur la charge, sur la tête du bailleur, à essayer de voir ce qu'on peut faire entrer dans ces grosses réparations un peu plus largement que le texte, qui est un peu ancien et donc un peu étroit, pour essayer d'élargir un petit peu les grosses réparations sur la tête du bailleur, par exemple. Voilà. Après, vérifiez bien que l'État ERNMT, donc sur les risques naturels, technologiques, miniers, est joint au bail, ce qui est quand même généralement le cas, mais voilà, ça peut être voilà. Donc en fait, on va chercher un peu tous les éléments qui vont permettre de déceler des absences de validité, des irrégularités ou voilà des choses non cohérentes, de façon à avoir des prétextes et des enjeux pour aller ensuite discuter avec le bailleur et essayer de trouver des solutions d'équilibre. D'accord, donc réussir à forcer la renégociation, en tout cas la discussion. On voit comment le droit spécial donne un certain nombre d'éléments. Et enfin, puisque la crise sanitaire et l'état d'urgence sanitaire ont apporté un droit d'adaptation des différents mécanismes, est-ce que ce droit spécial, ce droit d'adaptation à la crise sanitaire prévoit des dispositifs que l'on pourrait utiliser ? Alors effectivement, on a vu beaucoup de dispositions un peu exceptionnelles dans le cadre du premier confinement, et pour la matière qui nous intéresse, on n'a pas vraiment eu de dispositions générales spécifiques sur les baux. On a plutôt eu des ordonnances sur les contrats en général, qui permettaient tout de même de ne pas se voir appliquer des sanctions financières, d'exécution, de clauses résolutoires, de déchéance ou d'activation de garantie, par exemple, et qui en pratique ont permis
tout de même des reports de loyer, du coup, de par ces dispositions un peu exceptionnelles. Les dispositions spécifiques qui ont été mises en place pour les baux concernaient uniquement les micro-entreprises et les TPE et qui permettant de la même manière, mais de manière plus précise, du coup, de reporter des loyers dont l'échéance intervenait à certaines dates et en tous les cas, pour reporter ces loyers après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Donc, ce sont des dispositions toutes et tous qui se sont arrêtées en juillet à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Et puis, on a vu aussi pas mal de recommandations des associations et des fédérations de bailleurs qui demandaient à regarder un peu la situation des entreprises et à faire des choses on va dire, de manière à sauvegarder aussi les intérêts de chacun et la situation économique. En revanche, alors là, on attend, comme le confinement numéro 2, comme tu disais Arnaud, on attend un peu de savoir quelles sont les dispositions exceptionnelles qu'on va avoir. On comprend tout de même, mais c'est juste pour l'instant une annonce qui a été faite par le cabinet ministériel de Bruno Le Maire, mais qui n'a pas été démentie. Donc a priori, elle va se mettre en place dans le projet de loi de finances pour 2021. Donc un crédit d'impôt qui inciterait les bailleurs à pouvoir annuler une partie de leur loyer. Donc cette disposition serait introduite dans le PLF 2021. Donc ce serait une mesure qui concernerait les baux directement et un dispositif nouveau puisqu'en fait sous forme de crédit d'impôt, ce qui est pour l'instant quelque chose qu'on n'avait pas vu intervenir, ça concernerait les entreprises de moins de 250 salariés. Donc voilà, nos auditeurs seront pas tous concernés, loin de là, j'imagine. Ça concernerait les secteurs, certains secteurs, hôtellerie, restauration, café, spectacle, etc., ou les entreprises qui auraient des fermetures administratives. Et il faudrait renoncer pour obtenir ce crédit d'impôt à au moins 1 mois de loyer parmi les 3 mois, octobre, novembre, décembre, pour pouvoir en bénéficier. Voilà. Et puis ça serait une aide qui serait cumulable avec le fonds de solidarité. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de détails, à vrai dire, donc c'est un peu une information, toute chaude de la semaine, donc à regarder attentivement et puis surtout à essayer de guetter aussi, bien entendu, les autres dispositions exceptionnelles qui pourraient intervenir dans cette période de second confinement, comme on les a vus intervenir au cours du printemps dernier. Merci beaucoup Cécile pour ces leviers juridiques. Donc ils existent, ils sont assez techniques et subtils. Ce ne sont pas des outils massifs et certains, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments à utiliser. Je me tourne désormais vers Sofiane. Est-ce que justement en matière fiscale, il y a des spécificités à relever ? Merci Arnaud et bonjour à tous. L'objectif justement de ce volet fiscal est de partager avec vous quelques clés qui vont permettre de maîtriser, quand c'est possible, optimiser la charge fiscale relative aux impôts locaux qui grèvent les actifs immobiliers. La crise sanitaire actuelle, effectivement, nous rappelle l'intérêt de cet exercice. On se rend compte que l'essentiel des mesures et des dispositifs qui ont été mis en place se limite pour l'essentiel à des reports de dettes de paiement. Il n'y a pas d'effet ou de dispositif qui cible réellement un objectif de réduction des bases dans le cadre de cette crise sanitaire. Dans ce cadre-là, nous avons choisi de nous focaliser sur la taxe foncière et la taxe annuelle sur les bureaux. Bien évidemment, les impôts locaux, il y en a plein. La raison pour laquelle nous avons choisi de focaliser sur ces 2 taxes, elle est bien simple. Ce sont 2 taxes dont la particularité est qu'elles sont totalement déconnectées de la performance économique des entreprises. Il n'y a aucun mécanisme de plafonnement comme celui qu'on peut retrouver en matière de CET, par exemple, pour la CVAE et la CFE qui sont plafonnés à 3% de la valeur ajoutée. Et contrairement aux mécanismes qui peuvent être applicables en matière d'impôt sur les sociétés, pour des entreprises, par exemple, qui sont membres d'un groupe d'intégration fiscale ou qui disposent de déficits reportables, malheureusement, ces éléments-là ne pourront pas être utilisés comme levier pour maîtriser ou réduire la charge fiscale relative aux impôts locaux. À la fin, le principal levier qui va permettre en la matière de maîtriser et si possible optimiser la charge des impôts locaux, ça va être de se focaliser bien entendu sur l'assiette d'imposition.
Si on commence par la taxe annuelle sur les bureaux, je rappelle qu'il s'agit d'une taxe qui est déclarée et payée spontanément tous les ans avant le 1er mars par les entreprises, par le propriétaire, qui est normalement le redevable légal. La maîtrise du montant et de l'assiette de cette taxe, il passe par un point qui est crucial, c'est bien évidemment une analyse scrupuleuse du détail des surfaces au moment où on va établir les déclarations. Parfois, il y a des éléments qui sont assez basiques, mais il est très important de les rappeler. Il existe des seuils d'imposition à partir desquels chaque catégorie de locaux va être imposable. Par exemple, des locaux de bureaux ne vont être imposables qu'à partir de 100 mètres carrés, des locaux commerciaux qu'à partir de 2000 mètres carrés et des locaux de stockage qu'à partir de 5000 mètres carrés. Une analyse scrupuleuse des détails va également permettre d'identifier certaines catégories de surfaces qu'on va pouvoir exclure de la taxe. Et dans des dossiers assez récents, on a réussi à obtenir des économies assez significatives pour des propriétaires dont la configuration de l'immeuble est passée de mono-occupant à multi-occupant, et on a réussi à exclure de l'assiette l'intégralité des parties communes, par exemple, qui représentaient des surfaces assez importantes compte tenu de la configuration des locaux. Donc, c'est des éléments qui vraiment nécessitent une analyse détaillée et scrupuleuse des surfaces et des détails de surface qui vont être utilisés pour l'établissement des déclarations. Pour la taxe foncière, il est intéressant de rappeler que depuis 2017, on est passé sur un nouveau système de détermination des valeurs locatives foncières, puisqu'on a quelque part, pas tout à fait, si on rentre dans le détail, mais quelque part abandonné le référentiel 1970 avec des locaux de référence pour le remplacer par une grille tarifaire qui est basée sur des montants de loyer normalement actuels. Le revenu cadastral qui va figurer sur votre avis d'imposition, il est déterminé selon la mécanique suivante. Vous avez dû déposer vos déclarations 6660 dans lesquelles vous avez plugué des surfaces utiles et que vous avez dû répartir par catégorie. Une fois que cette déclaration arrive chez les impôts, ils la moulinent quelque part. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont prendre chaque surface selon laquelle, dans laquelle vous l'avez déclarée, et ils vont appliquer un certain niveau de pondération. À partir de cette surface pondérée, ils vont classer le local dans la grille tarifaire et lui appliquer le tarif qu'ils estiment être applicable selon la configuration du local et surtout sur la base de la déclaration qui a été déposée. Sur cette base-là, ce qu'on peut dire, c'est que la maîtrise et, si possible, l'optimisation de l'assiette de la taxe foncière nécessite de la part du contribuable d'être curieux et proactif. Curieux parce qu'il faut systématiquement se poser la question lorsqu'on reçoit l'avis de taxe foncière ou la refacturation du bailleur, comment ce revenu cadastral a été déterminé par l'administration. Et à partir du moment où on est curieux et qu'on se pose cette question, la deuxième étape, être proactif, c'est de prendre l'initiative d'aller solliciter l'administration pour demander la communication de documents spécifiques, relevés de propriété, fiches de calcul notamment, qui vont déterminer de décrypter ce montant de revenu cadastral. Et à partir du moment où nous avons accès à ces éléments-là, ça va vous permettre de vérifier que l'administration fiscale a bien pris en compte correctement les surfaces que vous avez déclarées, a bien pris en compte la répartition et donc la pondération, et que bien entendu le tarif qui vous a été appliqué est le bon tarif. Un dernier mot sur la taxe foncière, juste pour indiquer que lorsqu'on est en cours de travaux de restructuration, l'approche va être sensiblement différente, puisqu'on va plutôt se focaliser sur la date du 1er janvier avec un diagnostic de l'avancement des travaux pour identifier si il y a des possibilités de demande de réduction pour l'année au cours de laquelle les travaux sont réalisés, ou si cette demande de réduction va peut-être être reportée à l'année suivante. D'accord. Beaucoup de Sofiane, c'est effectivement très important cet aspect-là. Quel point de vigilance ou de conseil on peut donner justement sur le levier fiscal, parce qu'on sent bien qu'il faut une réactivité des opérateurs, non? Effectivement, Arnaud, les deux points de vigilance, si on prend vraiment les points essentiels, c'est qu'on se rend bien compte que dans tout ce processus-là,
on a vraiment besoin d'une parfaite coopération entre locataires et bailleurs. À tous les niveaux, au moment de l'établissement des déclarations, le locataire doit être proactif vis-à-vis de son bailleur. Il doit avoir quelque part un droit de regard sur ce qui est déclaré, puisque à la fin, la facture va lui être refacturée. Donc, et le fait d'avoir un droit de regard, ça suppose, on va dire, de bonnes relations et une coopération en amont. Et puis, lorsqu'on est en phase d'audit ou de réclamation, bien évidemment, il n'y a que le bailleur qui peut, en tant que propriétaire et de redevable légal, aller solliciter officiellement des documents. Si on a une bonne coopération, on peut aussi mettre en place des mécanismes de mandat où le bailleur va mandater son locataire qui va avoir un petit peu la main sur ces aspects-là. Le deuxième et dernier point de vigilance, n'oubliez pas qu'il y a des dates de prescription pour pouvoir réclamer. Ces dates de prescription sont particulièrement courtes en matière d'impôts locaux. Donc, juste pour rappel, par exemple, il ne vous reste que 2 mois, donc jusqu'au 31 décembre 2020, pour déposer des réclamations si besoin, pour contester toute ou partie de la taxe foncière 2019. Donc, la date du 31 décembre N+1 est vraiment une date butoir qu'il faut vraiment garder dans ces agendas au cas où un potentiel de dégrèvement est décelé lors d'audits particuliers. Voilà. Merci beaucoup, Soufiane. Date butoir, alors nous n'en avons pas, mais nous avons une heure butoir. Oui. Et le temps tourne. Je me tourne vers Bruno. Peut-être, je pense que tu souhaites apporter quelques derniers commentaires de synthèse et de recommandations. Je comprends ton message, Arnaud. Voilà, il faut synthétiser, voilà, pour tenir le timing. Donc en fait, vous savez, on aime bien les chiffres chez Deloitte et les modélisations financières, puisqu'en fait, c'est aussi un moyen de mesurer la performance. Hein, voilà, et c'est du concret. Donc là, on vous a indiqué, on a moyennisé des cash flows sur une durée ferme de 6 ans avec différents types de loyers. Donc, c'est ce que vous retrouvez dans la zone grise là-haut. Donc, ce seront les loyers faciaux par secteur géographique. Donc, ça s'échelonne de 400 € du mètre carré hors taxe, hors charge jusqu'à 700 € selon les localisations. Donc, en fait, on démarre par du Péri-Défense, Première Couronne, Quartier de la Défense jusqu'au QCA. On n'a pas pris les extraits dans le QCA. Et en fait, on a intégré différents modélisations, donc avec un tableau matriciel de sensibilité qui fait figurer d'une part le scénario de base que l'on a vu tout à l'heure sur nos fameux 8000 m2 et les 500 postes de travail, 450 précisément. Le scénario 1 avec un taux de debt sharing, assez réduit. Enfin, on est pour un poste de travail, un siège pour 1,32 collaborateurs, et un scénario 2 beaucoup plus volontariste où on est quasiment à 1 pour 2, un peu plus de 1 pour 2. Ce qui est intéressant de voir pour suivre le raisonnement, c'est de se dire, lorsque j'applique mon indexation, mes coûts d'aménagement, ma franchise de loyer, donc là on a retenu 2 mois par année ferme d'engagement, voilà, mon actualisation, etc. On s'aperçoit que à un moment donné, vous pouvez réaliser un trade-off entre se dire, par exemple, je suis en Première Couronne, Péri-Défense ou la Défense à 3,2 millions d'euros par an, tout compris, charge taxe comprise, versus, donc là c'est pour mes 450 postes de travail, versus 3 millions 100 dans le QCA, donc très central, pour 230 desks, et avec un taux de sharing beaucoup plus important. Donc en fait, à un moment donné, c'est se dire, voilà, je vais devoir arbitrer entre de la localisation, un taux de debt sharing en fonction de mes accords télétravail que j'aurais pris, la centralité qui est nécessaire ou qui ne l'est pas, ou qui ne le sera plus, parce que justement avec le télétravail, on se dit, finalement, à quoi bon chercher de la centralité. Donc en fait, c'est définir tous ces leviers, tous ces paramètres qui vous sont propres. Chaque entreprise a sa propre culture, ses propres objectifs, ses propres contraintes, voilà, vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses clients, et donc les définir, les rentrer dans ce tableau et se dire, voilà, à quel endroit, quels sont mes objectifs de réduction de coûts, et à quel endroit je me situe, quel type de localisation et pour quelle typologie aussi d'immeuble. Donc ça, c'est extrêmement important.
Donc voilà, enfin c'est la synthèse qui vous permet aussi de mesurer votre performance immobilière. Donc en fait, pour revenir en termes de conclusion, d'une manière globale, on a vu que les leviers étaient très complémentaires les uns des autres. Ils sont multiples. On agit sur la juridique, sur la fiscalité, sur les surfaces, sur les nouveaux modes de travail, sur la technique, évidemment. Puisque en fonction des travaux d'entretien, de réparation, etc., bon, on n'aura pas les mêmes coûts. Également sur les aspects développement durable avec des bâtiments BBC ou même pourquoi pas à énergie positive. Donc on voit bien que tout ça, tous ces leviers sont à prendre en compte. La base, c'est bien sûr la composition de votre parc immobilier, c'est d'avoir un inventaire le plus exhaustif possible, de connaître quel est l'état de ces locaux, quels sont les travaux, quel est le plan pluriannuel à prévoir de travaux le cas échéant, et également quels sont les besoins en termes de localisation, s'inscrire dans ces cycles de marché. Voilà, on va y revenir puisqu'il y a une question qui a été posée à ce niveau-là. Et puis, quel type d'occupation, propriétaire ou locataire? Dans certains cas, on s'aperçoit, selon les modélisations, qui peut être plus intéressant, et notamment avec les IFRS 16, de basculer sur un mode propriété. Et puis d'anticiper, bien entendu, et ça vous l'avez compris par rapport à ce que nous a dit Cécile tout à l'heure, d'anticiper les échéances, les renouvellements, et de créer des points de rencontre pour aller renégocier vos baux avec vos propriétaires. Donc, on a quelques préconisations peut-être et conclusions à donner, même si on ne les détaille pas par manque de temps, elles seront évidemment. Voilà. Donc, en fait, les différents items que l'on vient d'évoquer, optimisation de la surface, les aspects tax and legal, l'organisation et l'optimisation de l'empreinte immobilière et les coûts locatifs associés, comment on valorise aussi son immobilier, ça c'est un point important, comment on va aller chercher aussi du cash additionnel, c'est un moyen, et comment on va se rééchelonner sa dette ou la renégocier pour que ce soit moins subi et justement optimiser ses charges d'exploitation au sens général. Donc en bas, en vert, vous retrouverez les solutions sur chacun des items. Merci beaucoup Bruno. Effectivement, donc ce tableau que vous retrouverez sur le blog tage-stratégie au singulier.fr, vous avez une mode de lecture très simple. On vous donne le point à envisager, la méthode et les solutions que nous préconisons. Peut-être quelques questions. Il y en a une, effectivement. Je pense que c'est plutôt pour toi, Bruno, puisque finalement, comme tu le dis, ça parle du marché. C'est la question de savoir si, finalement, est-ce que le marché de l'immobilier de bureau, hors Paris et Petite Couronne, va connaître des baisses de prix pour les 3, 4, 5 prochaines années. Donc, si tu pouvais nous sortir ta boule de cristal. Alors, en fait, comme vous l'avez compris, on fait face à un effet ciseau sur le marché avec la conjonction de plusieurs éléments qui sont d'une part la production d'offres neuves ou restructurées qui arrive en masse. On atteint quasiment des records entre 2019 et 2020. Donc une augmentation du parc de manière assez significative avec les 3 millions et quelques mètres carrés disponibles d'ores et déjà. Voilà, la libération future par deux phénomènes, la mise en place du télétravail, du day-sharing et donc la libération de surface par les entreprises, mais également le phénomène de crise économique qui semble cette fois-ci un peu incontournable sur les 2-3 prochaines années, malheureusement, même si on espère tous un rebond plus ou moins important, mais donc également des évolutions d'effectifs qui seront revues à la baisse et donc des mètres carrés qui seront consommés en moins. Donc en fait, la demande placée telle qu'elle est aujourd'hui avec un atterrissage à 1,2-1,3 million de mètres carrés va certainement se reproduire en 2021, donc à un niveau relativement bas versus les 2,3 millions, 2,6 millions que l'on a connus les années précédentes, 2019 et 2018. Donc pour répondre de manière très concrète, oui, on va assister à une baisse des valeurs locatives, plus ou moins importante selon les localisations, et je crois que l'un des sujets de la question, c'était la défense. Voilà, la défense entre la production d'offres neuves, mais également les libérations à venir et les grands mouvements.
on aura des baisses d'ailleurs qui ont déjà été entérinées et actées. Sur la défense, les loyers sont déjà à la baisse. Voilà. Donc en fait, sur les 2-3 prochaines années, on est inscrit dans ce cycle baissier de manière assez concrète. D'accord. Et on ne répondra pas pour les 5 prochaines années. Oui, alors là, effectivement, c'est la boule de cristal, comme tu le disais tout à l'heure. Tout à fait. Merci Bruno. Alors, nous arrivons au terme. Nous n'avons peut-être plus tellement le temps de répondre à d'autres questions. Il y a peut-être, si quand même une question, si vous pouvez répondre très très vite, comment se débarrasser de mètres carrés en trop? Subventionner 50% du loyer pour trouver des locataires constitue-t-il une solution? Alors pas forcément, parce qu'en fait on parle de loyer, mais pas seulement, puisque pour une entreprise on parle de charges et de taxes aussi, de travaux d'aménagement, donc de capex, d'opex. Donc en fait pour une entreprise, elle regardera toujours ce dont elle a réellement besoin. Donc en fait l'attractivité des loyers, certes c'est un élément qui peut l'inciter à faire le choix entre un bâtiment A et un bâtiment B. Je pense que durablement, il faudra vraiment que les foncières réfléchissent à la manière avec laquelle elles pourront recycler certains bâtiments qui structurellement ne seront pas à jour, ou alors avec des coûts tels que ce ne sera pas forcément très intéressant. Et donc, ce réemploi de ces bâtiments tertiaires avec de nouvelles destinations mérite d'être étudié de manière un peu plus approfondie, avec, on peut l'espérer aussi, une réglementation qui puisse s'assouplir, puisqu'en fait, comme vous le savez, on a des réglementations différentes selon les usages, selon les destinations. Et donc il faut que ce soit un élément facilitateur pour les foncières, pour les investisseurs, quels qu'ils soient, pour qu'ils puissent être incités justement à réinvestir dans ces espaces, dans ces locaux, peut-être pas seulement pour y faire les bureaux de demain, mais peut-être d'autres types d'espaces, du co-living, des résidences-services, ce genre de choses. Tous les bâtiments ne seront pas éligibles selon la morphologie des plateaux, mais en tous les cas, c'est une piste très sérieuse qu'il va falloir regarder et anticiper, surtout parce qu'en fait, on voit bien quelle tournure les événements sont en train de prendre. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette conférence en ligne. Je vous rappelle que vous en retrouverez tous les détails sur le blog. Avant de vous quitter, de vous dire au revoir, j'aimerais juste quand même rebondir sur une dernière interrogation concernant la révision pour imprévision, parce qu'elle me semble importante aujourd'hui. Faut-il abandonner l'exclusion de la révision pour imprévision? C'est une question que se posent beaucoup de professionnels, alors pas que dans le cadre des baux, mais notamment dans le cadre des baux. La réponse, c'est il faut la contractualiser, il faut l'anticiper. Il ne s'agit pas de dire parce que la situation actuelle a montré l'intérêt de réviser, d'avoir les moyens de réviser son contrat. Et il ne faut sans doute pas se soumettre brutalement aux dispositions du code, parce que comme Cécile l'a rappelé, ça ouvre un processus lourd et incertain avec l'intervention du juge. En revanche, il est vrai qu'il faut sans doute, parce que nous sommes dans une phase perturbée pendant un certain nombre d'années, de la même manière que le marché immobilier va être impacté pendant quelques années, il faut voir des clauses et mettre des clauses désormais qui permettent de renégocier, de se remettre autour d'une table. Mais en tout cas, c'est la position que le comité scientifique juridique de TAJ a fait adopter. Cécile, tu le confirmes? Oui, tout à fait, Arnaud. Et ce qu'on voit d'ailleurs juridiquement, en fait, de manière générale dans cette crise, c'est que les outils ne changent pas. On a toujours les mêmes outils, simplement on va les utiliser différemment aujourd'hui de manière à s'adapter. Donc effectivement, comme tu le dis, on va passer peut-être d'une situation où on rejetait ce type de disposition à une situation où on va chercher à les fine-tuner, à les contractualiser de manière très précise pour justement, fort de l'expérience de cette crise, essayer de trouver les meilleurs outils, les meilleurs leviers pour les parties. Voilà, des choses qu'on a à disposition, mais qu'on va utiliser différemment. Et c'est la richesse aussi du droit dans ces matières. Merci beaucoup. Écoutez, merci à tous. Encore une fois, je vous rappelle, sur le site taj-stratégie.fr, vous trouverez toutes ces informations. Nous espérons que nous avons pu répondre à un certain nombre de vos interrogations. Et par cette belle journée ensoleillée, du moins à Paris, pour ceux qui sont ailleurs, je ne sais pas, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir.